berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Madame, monsieur, bonjour. Spécial grand dialogue national. L'entretien aujourd'hui avec Hubert Essomba. Il est enseignant-chercheur, autodidacte des questions de paix, de citoyenneté républicaine et de développement durable. Il est également néo-panafricain. Il est l'auteur du livre « Le Cameroun indépendant, une moisson coloniale, un regard géopolitique ». Bonjour, monsieur Hubert Essomba. Bonjour, mon frère. Bonjour aussi à tous vos fidèles auditeurs. Heureux de vous revoir sur les plateaux de Ariane Télévision. Tout le plaisir est d'ailleurs le mien d'être encore invité ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, rappelez-nous le contexte de votre ouvrage sur le Cameroun. Oui, effectivement, au vu des réalités du Cameroun, vous savez très bien que lorsque on est dans le contexte d'une émergence, comme c'est prévu à l'horizon 2035, s'il faut s'en tenir au document du chef de l'État qui est la boussole de notre développement, il y a lieu justement de prendre tous les contours, et parmi ces contours-là, il y a le passé. C'est de là où on se rend donc compte effectivement que dans notre passé, nous avons fort heureusement oublié les réalités de notre pays, de notre contexte et de notre développement. C'est ça donc qui essaie un peu de me mettre dans une espèce d'angoisse. Et dans cette espèce d'angoisse, je vais donc dans une recherche un peu plus fouillée pour me rendre compte que le Cameroun, depuis sa phase de colonisation, il y a eu une rupture avec son passé, de manière à ce que pendant la colonisation, il y a eu un autre système, une autre mouvance qui, au moment des indépendances, ça n'a pas été le cas. Parce que l'indépendance suppose donc justement la rupture avec la période coloniale pour réinstaurer soit le passé ou alors une nouvelle donne. Or, nous sommes toujours jusqu'à ce jour dans le contexte du néocolonialisme dans presque tous ses aspects, au plan social, au plan culturel, au plan politique et au plan économique. C'est ça malheureusement qui fait de moi cette espèce d'essayiste dans le contexte de mon ouvrage, qui donc, vous l'avez bien signifié, a eu pour titre le Cameroun indépendant. C'est-à-dire, une fois arrivé à l'indépendance, nous sommes restés donc une moisson dont la récolte appartient aux Occidentaux. Ces Occidentaux qui nous ont légué tout ce que nous connaissons aujourd'hui et qui sont à l'origine de presque tous nos problèmes. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, le Cameroun a rendez-vous avec son histoire, avec le grand dialogue national lancé par le chef de l'État, Paul Biya, le 10 septembre dernier. Quelle est votre analyse sur cette situation? C'est une fois une analyse assez controversée parce que d'un côté, il y a quelques éléments positifs et de l'autre côté, il y en a également des éléments négatifs. Lorsque je regarde un peu du côté des éléments positifs, parce que justement, à chaque histoire, il y a ses revers. Ça veut donc dire que à chaque chose, il y a une manière de vivre aujourd'hui et une manière de vivre certainement demain. Il faut donc penser le demain, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui doivent venir après nous. De ce pan, il est de toute évidence que le dialogue national annoncé par son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État de la République du Cameroun, est un moment de penser le demain. C'est-à-dire mieux penser pour que ceux qui doivent venir, les générations futures, n'éprouvent plus assez de difficultés, non seulement avec leur passé, mais aussi pour pouvoir mieux continuer leur présent. Mais maintenant, le côté négatif est malheureusement donc situé au niveau sur les questions qui seront conviés sur la table de négociations dans un premier temps et quelles seront les thématiques réelles. Est-ce qu'il ne s'agira pas des conséquences dont on ne parlera pas des origines, donc les causes? C'est un peu ça mon inquiétude. Donc, ça, quand je parle de cette analyse... Vous aurez souhaité voir qui sur la table du dialogue? Peut-être, il y a lieu je ne pourrais peut-être pas nommer ici de façon explicite, mais je voudrais tout simplement dire qu'il aurait fallu donner plus de temps pour dire, bon, voici le dialogue ouvert. Et il est question que de telle période à telle période, que les gens soient consultés et peut-être pas consultés, qu'on essaye donc de faire une espèce de diagnostic de qui doivent réellement parler des affaires du Cameroun et de quelles affaires il sera donc fort heureusement question, c'est-à-dire le passé. Et le passé suscite justement et les ethnologues, et les philosophes, et les historiens, et ainsi de suite. Autant de Camerounais qui peuvent répondre
valablement à ces problématiques. Il y a là peut-être aussi le volet économique qui a aussi une histoire et qui a même aussi une géographie. Il y a là justement ceux qui peuvent parler des questions de la régionalisation, même d'aucuns pensent plus à la décentralisation, parce que pour moi il me semble mieux de parler de la régionalisation qui peut donc justement nous permettre de mettre sur pied une politique administrative axée dans le sens de la décentralisation. C'est donc pour cela que je dis qu'à ce niveau, il aurait fallu encore un peu plus de temps. C'est vrai qu'il y a des nécessités, mais ces nécessités ne datent pas seulement d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai peur, je crains qu'on risque de retomber sur la culture élitiste. C'est-à-dire ces élites qui seront conviées à ce grand dialogue, à ce grand concert, sont-elles réellement ce dont la base en a justement choisi? C'est là malheureusement mon énigme. Alors, très bien, on sait que à l'origine de ce grand dialogue national se trouve la crise qui secoue les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, les premiers discours prononcés justement par le président de la République au sujet de cette situation d'instabilité dans les deux régions depuis 3 ans et son dernier message du 10 septembre dernier annonçant la tenue de ce grand dialogue national. Alors, on sait que beaucoup de choses ont été faites quand même, se sont passées entre-temps. Il y a des gestes d'ouverture quand même qui ont été amorcés, il y a des initiatives d'apaisement qui ont été prises. Mais jusque-là, rien ne s'est passé. Selon vous, qu'est-ce qui a planché, qu'est-ce qui a cloché? Je suis convaincu qu'il reste toujours réel. Le réel est vrai que ce sont là les méandres de notre passé que nous avons malheureusement mis de côté. Parce que je suis convaincu que on soigne peut-être la plaie au niveau de la visibilité, alors que ce qui est à l'origine de la plaie reste là. Ça veut donc dire que même si la plaie aura cicatrisé pour un temps, la blessure va toujours continuer. C'est pour cela que vous avez l'impression que rien ne marche. Il y a eu tant d'apports, il y a eu tant de réalisations, il y a eu beaucoup d'ouverture vers le dialogue, enfin, du moins vers l'apaisement. Et justement, c'est des mots que j'utilise difficilement parce que l'apaisement, c'est comme si quelqu'un se sentirait d'une manière ou d'une autre lésé. Et quand il est vrai qu'à regarder un peu de près la configuration politique au Cameroun et même administrative, vous trouverez que la plupart de toutes ces régions-là y participent. Même comme nous restons persuadés, quand je dis nous, c'est-à-dire les néo-panafricains ou alors pas les panafricanistes, nous sommes convaincus que jusque-là, nous ne parvenons pas encore à mieux cerner la réalité de notre histoire. C'est-à-dire, est-ce que le Cameroun indépendant jusqu'à ce jour, à plus de 50 ans, on devrait encore avoir chez nous, sur une table de négociation, les francophones qui discutent avec les anglophones? Non, il vaut mieux parler des Camerounais. C'est-à-dire des Camerounais qui sont en train de débattre sur les problèmes du Cameroun. Vous risquerez de tomber dans une situation où les anglophones vont discuter avec les francophones pour parler des problèmes de la francophonie, peut-être de l'anglophonie. Et là-dedans, je ne sais pas à quel degré le Cameroun sera impliqué. Il vaut mieux d'abord fouiller en profondeur comment faire pour redevenir d'abord Camerounais avant donc d'amorcer, si jamais il y a possibilité, une espèce de dialogue ouvert donc aux Camerounais et non aux francophones et aux anglophones. C'est à ce niveau que se trouvent tous les blocages que vous voyez aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous dites même les régions du nord-ouest et du sud-ouest, moi je suis beaucoup mieux, je suis un peu déçu parce que en réalité, il vaut mieux parler de la région des hauts plateaux de l'ouest. C'est-à-dire c'est là-bas que nous avons une personnalité géographique visible qui s'exprime. Et dans cette personnalité géographique qui s'exprime, l'administration coloniale a voulu peut-être diviser une partie de cette région pour la rendre province et sous donc la domination britannique d'un côté et la domination francophone de l'autre côté. C'est pour cela peut-être qu'on risque de voir une région de l'ouest, une région du sud-ouest, une région du nord-ouest. Mais sinon, c'est la région des hauts plateaux de l'ouest. C'est de ça qu'il est question et c'est à ce niveau que nous devrions même d'ailleurs poser la question à notre géographie de nous définir nos différentes régions et non les circonscriptions administratives décidées par X ou par Y qui peuvent soumettre les autres régions et qui à un moment donné vont se révolter. C'est des questions géopolitiques d'un niveau assez élevé, mais que nous négligeons un peu et qui malheureusement aujourd'hui nous rattrapent. Il n'y a pas que ce problème, d'autres même vont jaillir.
puisque je suis sûr et convaincu que le dialogue en lui-même est une nécessité. Mais malheureusement, c'est le contenu du dialogue qui risque de poser problème. C'est à ce niveau que nous devons encore aujourd'hui épiloguer. Très bien. Alors peut-on, dans ce cas, dire que le Cameroun est encore habité par le ralentissement de l'historique rencontre tripartite du début des années 90, où beaucoup de Camerounais n'étaient visiblement pas satisfaits tant qu'ils ne voyaient pas ce dialogue prendre la forme d'un grand, on va dire, rassemblement dans le même style. Ce n'est que la suite logique justement de ce que vous êtes en train de vous rappeler. Effectivement, et je suis content qu'effectivement au Cameroun, il y a de nombreux Camerounais, je ne veux pas vous appeler francophone, encore moins anglophone, enfin, je suis sûr que vous êtes juste Camerounais, que vous avez encore une bonne mémoire pour vous rappeler que voilà encore des mécanismes qui ont mis un peu en difficulté notre avancée significative vers la démocratie. Et c'est pour cela que nous avons l'impression que notre démocratie marche moins. Parce que on y va souvent dans le contexte peut-être de l'horizontalisation des rapports et non peut-être de la verticalisation. Parce que en géopolitique, lorsqu'il y a un centre dominant et un centre dominé, deux types de rapports sont créés. Il y a le rapport de verticalisation, c'est-à-dire que le centre dominé veut aussi à un moment donné se hisser et avoir le dessus pour pouvoir peut-être aussi imprimer sa manière de voir. Il y a également de l'autre côté ce qu'on va appeler l'horizontalisation qui voudrait plutôt que le centre dominé soit un peu au même niveau avec le centre dominant. Qu'est-ce qu'on réclame donc? Puisque lorsqu'on dit au Cameroun, il y a le parti au pouvoir et ceux de l'opposition, il faut déjà voir à ce niveau qu'est-ce que les gens discutent en réalité, la verticalité ou alors l'horizontalisation des rapports. C'est à ce niveau que se posait déjà le problème de la tripartite et que va se poser le problème du dialogue national. Très bien. Alors, ce grand dialogue se tient du 30 septembre au 4 octobre. Savez-vous que, alors selon vous, M. Hubert Issomba, le président de la République du Cameroun, selon cela, M. Paul Biya, a-t-il su prendre le temps qu'il fallait pour bien mûrir son idée? Je pourrais peut-être pas dire oui, je ne pourrais peut-être pas aussi dire de façon systématique non. Mais toujours est-il que le dialogue national était déjà une évidence. C'est vrai que ça a changé de nom entre-temps, parce que si vous faites un peu l'historique de ça, vous allez voir que d'autres ont parlé un peu plus avant du large débat, du grand débat, du débat national, de la conférence souveraine, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on aboutisse au dialogue national. Mais il me semble que c'est la suite logique de tout ce qui avait été fait. Peut-être que c'est à ce niveau qu'on pourrait penser que le président a pris tout le temps nécessaire pour en arriver au niveau du dialogue national. Mais on peut aussi, d'un autre angle, se rendre compte que il y a une autre nécessité, puisque vous allez aujourd'hui, le feu docteur Charles Ateba disait que la vérité est un peu comme les fesses. Ça veut dire que quelle que soit la stratégie que vous allez utiliser, vous allez malheureusement vous asseoir. Comme pour dire que, quelle que soit la stratégie, quel que soit le temps qu'on aurait pu se donner, de toutes les façons, il y a une nécessité que les gens de la même famille se retrouvent pour débattre des problèmes qui concernent cette famille. Donc ça veut dire que le dialogue à lui-même, je l'ai dit déjà tantôt ici, est d'une nécessité légitime. Mais peut-être le contenu, comme je l'ai dit, et je suis un peu persuadé que, peut-être sans toutefois lire dans la boule de cristal, que ce dialogue national, qui est à la fois une nécessité, mais qui devrait aussi nous permettre de nous interroger sur son contenu et des conclusions, puisque là également, j'ai un peu de petites inquiétudes où nous risquerons de ne pas sortir de là avec des mesures suffisamment fortes, révolutionnaires. Ce n'est peut-être pas un scepticisme total et aveuglant, mais c'est un scepticisme qui émet un peu le doute cartésien. C'est-à-dire, il va falloir peut-être réfléchir encore davantage, puisque vous me dites que c'est le 30 jusqu'au 4. Jusque-là, pour moi, le temps me semble un peu court. Vous aurez voulu qu'il s'étend sur quelle période, par exemple? Puisque même en faisant un peu le ratio,
du 30 au 4, peut-être il faut dire c'est 5 jours, et à regarder un peu la superficie du Cameroun, il me semble que c'est 475 442 km². Il est difficile vraiment en 4 jours de pouvoir débattre des problèmes d'un tel territoire en si peu de temps. Je suis un peu convaincu que de nombreux problèmes vont rester et qui seront ultérieurement les poches de discordance. Ça, c'est d'un. Et de deux, si vous prenez aussi la population, peut-être qu'elle est estimée aujourd'hui, j'ai souvent su ça dans les médias et dans d'autres centres de recherche, autant pour moi, c'est-à-dire que on parle de la population de plus de 25 millions d'habitants. Et sur 25 millions d'habitants, est-ce qu'il est possible que en 3-4 jours, qu'on puisse débattre avec rationalité et avec objectivité des problèmes d'une telle population? Il me semble que c'est également problématique. Très bien. Alors, la complicité du problème a conduit à l'instabilité dans le nord-ouest et le sud-ouest, exigeant bien que l'on y aille de la manière la plus méthodique pour réussir à toucher le fond du problème et tous les aspects périphériques. Puisqu'il s'agit là, M. Hubert Essomba, de l'avenir de notre nation, le chef de l'État a-t-il cédé à une quelconque pression intérieure ou étrangère, souvent nourrie d'arrière-pensée? Vous savez que même le problème, quand il se pose, il vaut mieux le vérifier quand on parle d'agression. On a des agressions endogènes et des agressions exogènes. Et ça fait que si ce problème, parce que ce problème du nord-ouest et du sud-ouest est à la fois endogène et exogène, il est fort possible aussi que la suite logique qui aboutira, ou alors qui aboutit aujourd'hui à la convocation du dialogue national, est aussi des solutions tout à la fois endogènes et exogènes. Je n'ai peut-être pas le calendrier de façon explicite pour pouvoir voir à quel degré les puissances métropolitaines ou alors les puissances dominatrices, parce que justement c'est aussi ça la réalité, ont fait la pression pour que le chef de l'État puisse céder. Mais de toutes les façons, il faut quand même reconnaître qu'il y a d'un côté la pression endogène, c'est-à-dire la pression interne, c'est-à-dire la nécessité légitime, où les enfants d'une même maison qui se querellent ont pour issue s'asseoir autour d'une table pour pouvoir trouver leur terrain d'entente. À ce niveau, il y a cette pression qui peut être fonctionnelle et même structurelle. C'est-à-dire ici que la nécessité même exigeait à ce qu'il y ait un dialogue, pour, si jamais on peut aboutir à un consensus. Et il y a une autre façon même de comprendre aussi la pression endogène, c'est-à-dire les acteurs qui semblent aujourd'hui être du côté s'il faut les appeler, de l'opposition face au gouvernement en place, qui font également la pression de manière à ce qu'il y a une exigence pour pouvoir aller vers la négociation. Et le dialogue devient donc un peu l'aboutissement de la pression endogène. On peut aussi reconnaître qu'il y a là-dedans, puisqu'on a parlé tantôt de la francophonie, puisqu'il y a des francophones, on a parlé tantôt aussi de l'anglophonie, parce qu'il y a justement aussi le problème, la crise anglophone. Et là, on peut effectivement, si en poussant loin de la recherche, retrouver la main coloniale, qui ne s'est pas totalement dissociée des problèmes du Cameroun. Et vous allez voir effectivement, parce que je l'ai dit même dans mon ouvrage que vous citez tantôt, que s'il y a ce problème anglophone aujourd'hui, est-ce qu'on a même essayé de vérifier pourquoi est-ce que la France a pris autant de territoires au moment du partage du Cameroun en 1916 ? Alors que c'est l'Angleterre qui aura réussi à évacuer sur le territoire du Cameroun les Allemands, qui étaient là un peu pendant plus de 30 ans. Pourquoi la France a eu autant de territoires au détriment de l'Angleterre? Peut-être qu'il va falloir aussi poser cette question pour pouvoir trouver la réalité de l'histoire et comprendre pourquoi la France n'est pas prête à lâcher. Selon vous, autant pour moi, ce dialogue peut-il donc réussir à instaurer la paix, l'harmonie, le vivre ensemble au Cameroun, quand on sait que des gens n'ont pas hésité à attenter à la vie d'innocentes victimes? Ils s'en prennent justement au bien public, y compris les infrastructures sociales les plus vitales pour le bien-être des populations. C'est une question, autant pour moi, à plusieurs tranchants. Je vous ai dit tantôt que je ne suis pas à mesure de lire dans la boule de cristal pour pouvoir me prononcer de façon définitive et objective ici sur les questions de paix et de cohésion et même du vivre ensemble. Vous savez que depuis fort longtemps, le Cameroun est dans un contexte de la juxtaposition des populations. Parce que le vivre ensemble
Ce n'est pas le simple fait que vous avez acheté votre terrain à je ne sais pas où et que l'autre est venu acheter, que vous n'êtes pas du même groupe ethnique, que vous êtes ensemble. Non, ça c'est une juxtaposition, par hasard même d'ailleurs, puisque personne n'a choisi son voisin à ce niveau. Or, le vivre ensemble suppose que chacun se reconnaisse et puisse se définir et se détermine suivant son identité ou sa micro-identité, et a un rôle à jouer fondamentalement pour la bonne marche de la société, et que par là aussi, il y a comment les appeler, il y a de l'autre côté les enjeux de la société. Et quand on dit des enjeux, ça veut donc dire que le journaliste doit être à sa place de journaliste pour faire le travail de la communication, l'enseignant à la place de l'enseignant. Et c'est la question donc à se poser à ce niveau est celle de savoir la paix dont il est question renvoie à quoi? Parce que la paix n'est pas forcément la tranquillité. Est-ce que ce dialogue national va permettre à ce que le journaliste soit identifié comme journaliste et que le journaliste va faire le travail du journaliste? C'est ce que j'appelle dans mon ouvrage la cohésion de rôle et de fonction. Quand on me pose même souvent la question qu'est-ce que le vivre ensemble, c'est justement cet espace de paix où chacun est à sa place et ne joue que son rôle. Or, le dialogue national ne me semble pas réellement arriver à cette conclusion où chacun sera à sa place et va jouer que son rôle. Bon, c'est un peu ça aussi mon scepticisme en tant que néo-panafricain. Ok, très bien. Ce dialogue inclusif, on sait que c'est pour trouver des solutions à tous les problèmes que traverse le Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que Camerounais, vous proposez justement? Si vous étiez invité sur la table du dialogue, ou même à votre avis, qu'est-ce que vous proposez? Oui, en tant que Camerounais, et par rapport au contexte actuel et que j'étais convié à ce dialogue national, je permettrais à ce qu'il y ait ce qu'on appelle l'égalité de prise de parole. Et non seulement la prise de parole, mais l'égalité d'écoute. Parce que l'écoute veut dire qu'on vous a permis d'avoir un espace-temps pour pouvoir vous exprimer et qu'on a pris en compte ce que vous avez élaboré. Et qu'au moment des décisions finales, que vous vous sentez effectivement écouté. C'est à ce niveau donc que je pourrais me soumettre aux exigences du dialogue. C'est-à-dire à ce niveau, je devrais venir ici, pour écouter, et beaucoup plus pour pouvoir parler de la question de la masse au Cameroun. Parce que la masse se trouve écrasée par une élite qui fait un peu écran entre le pouvoir et la base. Et permettre donc maintenant au moment du dialogue que la base soit réellement écoutée. Parce que c'est l'élite qui risque de venir avec un chapelet de doléances qui malheureusement ne sont pas les doléances de la base. Ça pourrait donc être mon rôle si jamais j'étais convié à ce grand dialogue. Hubert Essomba, c'était la dernière question pour sortir de cet entretien. On vous remercie déjà d'être passé sur nos antennes à Ariane Télévision. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, expert autodidacte des questions de paix, de citoyenneté républicaine et de développement durable. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir, M. Hubert Essomba. Tout le plaisir est le mien également, puisque j'ai été invité par vous, et ça veut dire que vous suivez effectivement ce que les chercheurs font, et surtout les autodidactes. Très bien. Spécial grand dialogue, stop et fin. Prenons rendez-vous dans nos prochaines éditions pour un autre entretien inclusif. Bonne suite des programmes sur Ariane Télévision. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu